Partie 4, la question de l'abstention et du vote blanc. Dans cette partie, je vous l'avais annoncé, on va sortir du cadre religieux, même si on n'oublie pas que je suis un croyant et donc que je ne cesse pas d'être musulman. Mais ça ne m'empêche pas de discuter de certaines questions concernant la politique et dont la religion n'a aucune emprise. Donc ici, je vais essayer de me faire l'avocat du vote et essayer aussi de contredire les arguments de ceux qui soutiennent l'abstention, qu'ils soient musulmans ou non. Ici, ça n'a pas d'importance. En revanche, je vais ici, dans cette vidéo, parler de mon opinion personnelle. Et je ne suis pas en train de vous dire que la politique se résume à voter seulement, que ce soit bien clair. Comme vous pouvez peut-être le voir à l'écran, il y a seulement les titres. Je vais développer uniquement à l'oral et donc il n'y aura pas d'autres slides PowerPoint que celui-ci. Alors le premier argument que j'aimerais mettre sur la table, c'est que le vote, c'est un risque pour le système. Et c'est la seule faille, la seule marge de manœuvre que nous, citoyens, avons de manière pacifique, individuelle et légale pour le changer. L'autre moyen, c'est la création d'un rapport de force à l'image des Gilets jaunes. Je vais y revenir plus tard, mais pour l'instant, à l'heure où je fais cette vidéo, on est le 21 janvier 2019 et les Gilets jaunes n'ont toujours rien obtenu de concret malgré leur mobilisation. Alors la preuve que le vote, ça reste tout de même un danger pour le système. C'est qu'il met énormément d'argent, c'est des dizaines voire des centaines de millions d'euros, investis dans les grands médias pour promouvoir un candidat qui va le défendre, qui va défendre sa ligne directrice, sa ligne idéologique. Et cela, je pense que ça a été très flagrant pour beaucoup de monde lors de la campagne électorale d'Emmanuel Macron, lors des élections présidentielles de 2017. À cause de ça, il y a des gens qui pensent que finalement, ça ne servirait à rien d'aller voter, car en quelque sorte, les jeux seraient déjà faits. Puisqu'en effet, si les grands médias traditionnels font du favoritisme pour un candidat par le temps de parole qu'on lui accorde, par le traitement médiatique positif, par sa diffusion à des plages horaires de grandes écoutes, les élections seraient en quelque sorte pipées. Il y a donc ici une injustice et c'est tout simplement de la propagande de masse. Et donc, à cause de ça, certains prétendent que, finalement, ça ne servirait à rien d'aller voter, car nous connaissons déjà le résultat. Nous savions que Macron allait être élu. Or, je suis là pour rappeler qu'il ne faut pas être dans ce fatalisme. Il n'y a pas encore si longtemps, aux États-Unis, Trump a été élu malgré les sondages, malgré la presse médiatique américaine et internationale qui était majoritairement contre lui. Donc pour vous dire que rien n'est jamais joué et que ce sont toujours ceux qui votent qui ont raison d'y croire. Je pense que les gens qui ont ce degré de conscience et d'analyse, qui sont capables de voir à l'avance pour qui le système penche, ça devrait être les premiers à aller voter contre le favori s'ils veulent que le système bouge ses lignes. Il vaut mieux quelqu'un au pouvoir qui n'est pas encore entièrement sous l'emprise du système et des puissances financières que l'inverse. Puisque si la finance met en avant ce candidat, c'est parce qu'elle sait que ça va dans son intérêt. Et en quelque sorte, ils savent qu'ils vont pouvoir garder un contrôle sur cet élu. Ensuite, toujours sur ces personnes qui ont ce degré d'analyse, ils devraient faire un travail de contre-propagande, en rédigeant des articles, en tenant un blog, un site internet, faire de la contre-information ou tout simplement relayer les informations alternatives, partager des articles sur les réseaux sociaux pour justement contrer ce candidat promu par l'idéologie des puissances financières. C'est personnellement ce que j'ai fait avec Macron, je n'ai absolument pas voté pour lui et j'ai relayé énormément d'articles sur mon Facebook personnel car je voyais toute la manipulation qu'il y avait derrière lui et son parti qui ne sont au final que de la communication, ce n'est que du vent, que du marketing. Donc faire ce travail via les réseaux sociaux pour que l'information se propage autour de vous et se diffuse le plus rapidement possible. Et ne pas hésiter à mettre l'accent, à insister sur les informations les plus pertinentes. Et surtout faire attention à ne pas relayer de fausses informations. Donc après c'est à vous de faire ce travail, de bien recouper les sources. Et surtout, vous pouvez même vous appuyer sur la presse
mainstream, la presse traditionnelle, il y a parfois de quoi diaboliser le candidat favori. Toujours concernant l'argument selon lequel le résultat serait connu à l'avance, on ne peut pas prétendre que les élections seraient truquées. D'accord ? Malgré la propagande, certes, il y a un biais, mais au final, ce sont bien les gens qui votent. Il y a des registres, etc. Donc, les résultats ne sont pas définitifs. Donc, même s'il y a des irrégularités, je ne pense pas qu'elles soient significatives, sachant aussi que vous avez le droit de participer au dépouillement. Donc, il y a tout un tas de contrôles qui existent et qui finalement permet de limiter les irrégularités. Alors après, si on va au fond des choses, ça serait la question du vote transparent, qui, je pense, n'est pas prêt de voir le jour en France, parce qu'il faudrait que les gens assument leur vote. Et je sais qu'en France, les gens ne sont pas encore prêts pour ce genre de choses, mais ce serait le seul moyen efficace d'être sûr qu'il n'y a pas d'irrégularité. Donc si on revient sur l'ensemble de ce traitement médiatique favorisant un candidat, favorisant une ligne directrice idéologique, tout ça, ça produit de l'exaspération chez une partie de la population qui ne veut pas voter. Et donc, là, on arrive au deuxième débat, c'est que si vous n'allez pas voter, vous allez renforcer le système. Il n'y a pas plus complice du système que les gens inactifs. Il y a des personnes qui pensent le contraire, pour eux, c'est en allant voter qu'on renforce le système, mais évidemment que non. Le vote, je vous l'ai dit, c'est un danger pour le système. C'est le seul risque que le système prend de se voir remis en cause. Le système n'aime pas que vous alliez voter pour quelqu'un qui souhaiterait le changer. C'est d'ailleurs pour ça qu'il investit, comme je vous l'ai dit, des millions en propagande médiatique, que ce soit les journaux, la télé, la radio. Et donc, ce qui est vrai, c'est que le vote peut renforcer le système si nous sommes sous l'influence de ces grands médias. Mais après, c'est à vous d'être plus intelligent, de garder l'esprit critique, et surtout de bien garder à l'esprit que le spectre politique est toujours plus large que les choix des partis politiques mis en avant par les grands médias. Et aussi parce qu'on a souvent l'habitude, et ça c'est un très grave défaut que les psychologues ont mis en évidence, c'est que la majorité des gens prennent leurs décisions par calcul, alors que normalement nous devrions voter pour le programme ou pour la personne que l'on souhaite voir représentée, mais qui est la plus juste, qui nous représente le mieux. Or, ce que j'entends par calcul, c'est les gens qui votent généralement en essayant de prédire quel candidat qui me représente le mieux a le plus de chances de l'emporter. Et quand on fait ça, on ne vote pas pour le plus juste. Et le problème aussi quand on fait ça, c'est que on finit toujours par se faire avoir. Parce que le système, lui, connaît bien la psychologie humaine. Il sait comment nous fonctionnons et donc il va se défendre. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va diviser les Français avec des faux partis politiques, qu'il va promouvoir d'un côté l'extrême gauche, de l'autre côté l'extrême droite, mais qui sont en réalité complices du pouvoir traditionnel et ne sont pas de véritables oppositions. Et ce qui se passe aujourd'hui avec les Gilets jaunes, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire que des gens d'extrême gauche commencent à parler avec des gens d'extrême droite. Et ça, c'est une bonne chose parce qu'en fait, les gens d'extrême gauche, si on regarde les analyses, ce sont principalement des gens qui viennent de la gauche traditionnelle, qui s'est écroulée, à savoir le Parti socialiste. Et les gens d'extrême droite, ce sont les gens qui viennent principalement à la fois de la gauche et de la droite. Et finalement, les gens d'extrême droite qui parlent à des gens d'extrême gauche, c'est tout simplement le peuple de France, qui se réunifie là où l'échiquier politique a essayé de le diviser pour mieux le contrôler. Les Français ont réussi à se réunir au-delà des clivages partisans, et ils ont compris qu'il y avait des questions politiques prioritaires que les grands partis politiques ne remettaient jamais en cause. Je ferme la digression, mais tout ça pour vous dire que le vote ne renforce pas le système si on vote justement pour un candidat qui veut faire bouger le cadre de ce système. Évidemment, si vous votez pour des personnes qui se plaisent dans ce cadre-là, eh bien, vous aurez toujours les mêmes problématiques. Au contraire, s'abstenir, c'est laisser perdurer le système actuel, parce que même avec 90% d'abstention, le système peut continuer à fonctionner et à faire son petit spectacle. On le voit avec les Gilets jaunes, c'est un mouvement qui est pourtant sans précédent, et pourtant le gouvernement continue sa comédie comme si de rien n'était. Autre problématique de l'abstention, c'est comment fait-on la distinction
entre celui qui ne vote pas par contestation au système et celui qui ne vote pas par désintérêt de la politique. Moi, je serai votre ennemi politique, je vous mettrai tous dans le même sac, et j'aurai raison de le faire parce que c'est un argument valide. Je n'aurai qu'à vous sortir, vous n'avez qu'à voter, car finalement, ne pas voter, ça vous décrédibilise dans la contestation du pouvoir si ce dernier prend des décisions injustes. Il vaut mieux aller voter même blanc, mais au moins plus tard, lorsque vous contesterez les décisions du pouvoir, vous pourrez dire « moi j'ai voté » et donc vous serez légitime à la contestation. Ça a été d'ailleurs la force des Gilets jaunes, par exemple, lors du débat, le premier débat qu'il y avait eu sur LCI. Tous les porte-paroles de Gilets jaunes avaient voté, et donc ils étaient crédibles dans leur contestation du pouvoir. Quant à ceux qui ne vont pas voter, ils ne devraient pas avoir leur mot à dire. Et c'est d'ailleurs un témoignage que j'ai trouvé dans un article de Safir News, qui est un site communautaire musulman, qui relaye le témoignage suivant. Ceux qui s'abstiennent doivent s'abstenir de critiquer la politique pendant les 5 ans à venir parce qu'ils n'ont pas rempli leur devoir. On ferme les guillemets, juge sévèrement Mamadou, 22 ans et électricien. Donc ce témoignage, moi je le partage à 100%. Ce n'est pas du tout sévère comme le dit l'article, c'est juste normal. Où étiez-vous quand on vous a demandé votre avis ? C'est trop facile de se la ramener sans avoir témoigné au moment opportun. Et encore une fois, témoigner, ça ne veut pas dire que nous sommes obligés de témoigner pour les candidats les plus mis en avant ou même ceux qui se sont présentés. Nous sommes libres de mettre ce que l'on veut sur le petit coupon blanc qu'on va mettre dans l'urne lors des élections. Et au pire des cas, si on n'y connaît rien à la politique, on peut même voter blanc. Alors, il y a une autre catégorie de gens qui disent « Moi, j'ai voté Macron et je ne savais pas qu'il allait me trahir ». Alors, honnêtement, c'est difficile aujourd'hui avec tous les réseaux sociaux de ne pas être informé, de ne pas connaître toutes les analyses qui sont faites au niveau politique, que ce soit des articles très sérieux, que ce soit des articles de journaux, que ce soit des articles universitaires, que ce soit même parfois de simples petits youtubeurs qui font du travail de décryptage et qui n'ont rien à envier aux professionnels et aux experts d'analyse politique. Alors ce qui est vrai par contre sur Internet, c'est que c'est un outil qu'on doit apprendre à maîtriser, mais après c'est à vous de faire ce travail, d'apprendre à trier, à vérifier les sources. Il y a des sources alternatives qui sont parfaitement crédibles, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'aucune source n'est fiable à 100%. Et quand vous avez un outil comme le Décodex relaye des fake news. Donc c'est pas, on ne peut pas se baser sur un simple outil. Moi, ma stratégie personnelle, c'est d'écouter tout le monde. J'écoute tout le monde, et dès qu'une personne me dit une chose que je ne peux pas vérifier, je le garde dans un coin de ma tête, réservé aux choses non vérifiées mais probables. Et au fur et à mesure que j'écoute les autres, eh bien, je fais le tri dans ce coin de ma tête, et il y a des choses que je vais valider, parce que j'obtiens la certitude qu'elles sont vraies, et d'autres choses que je vais rejeter, parce que j'obtiens la certitude qu'elles sont fausses. Le problème de cette stratégie se situe au niveau de la tolérance à ce qui est probable. Moins vous avez de connaissances, et moins vous comprenez comment fonctionne une discipline, ou comment fonctionne le monde, plus vous allez avoir tendance à rejeter des choses parce que vous ne les considérez pas comme probables. Le deuxième défaut, c'est que si vous avez des préjugés, malheureusement, ça risque aussi d'influencer sur ce que vous considérez de probable ou d'improbable. Donc, avec des préjugés, vous allez peut-être rejeter des informations alors qu'elles sont vraies. Et donc, sur Internet, vous avez tout un tas d'analyses politiques de haut niveau, accessibles, parfois même très pédagogiques, qu'il faut connaître si vous voulez voter. Et pas voter seulement pour le candidat qui a de beaux discours, qui a l'air gentil, ou qui est beau gosse, ou je ne sais quel autre critère insignifiant. Un autre argument consiste à dire que si on ne vote pas par calcul, donc en gros si vous ne votez pas pour un grand parti mais pour un petit parti, en quelque sorte c'est comme si vous alliez voter pour rien, quoi. Vous y allez mais c'est comme un jeu. Alors là en réalité c'est une inversion accusatoire, parce que celui qui vote justement en établissant un pronostic, c'est un peu comme le PMU, on essaye de voir le cheval qui a le plus de chances de gagner la course. Hors des élections, le but ce n'est pas de gagner mais c'est de témoigner, d'accord ?
En tout cas, je parle pour les croyants. Et ici, je vais invoquer ma foi. Je n'arrêterai pas de le répéter, et je le rappelle qu'en tant que musulman, on doit voter pour le plus juste, et non pas pour celui qui a le plus de chances de l'emporter. Et donc ce n'est pas un jeu, parce que Dieu sait si on a témoigné, lorsqu'on nous l'a demandé, et il sait aussi pour qui on a témoigné, et si on a été sincère au moment du vote. Et si on pense avoir été sincère, si on pense avoir voté pour la personne la plus juste, eh bien nous serons récompensés, et ce sera compté comme une bonne action. Donc ça contribue à construire son au-delà. Si Dieu sait, ça ne veut pas dire que le système, lui, va prendre en considération votre vote. Mais ça, c'est pas votre problème, encore une fois. Il est là le problème, c'est que vous faites toujours en fonction de... Faites en fonction de votre dîne, votre religion, et arrêtez de faire en fonction du système français. Réfléchissez un petit peu. Et si votre religion dit de témoigner quand on vous le demande, eh bien si le système français vous demande de témoigner, allez témoigner. Vous aurez accompli votre devoir de musulman. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Si au deuxième tour, j'ai le choix entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, et que ni l'un ni l'autre ne me plaisent, l'une des premières solutions, mais qui n'en est pas une, c'est l'abstention. Pour moi, ce n'en est pas une. La première vraie solution, c'est évidemment de voter blanc. Mais la deuxième solution, c'est aussi de prendre un petit papier blanc, de mettre le nom de celui qu'on veut voir au pouvoir ou qu'on veut voir nous représenter, de le mettre dans l'enveloppe et dans l'urne et à voter. Alors certes, le système, comme je vous l'ai dit, ne le prendra pas en considération, mais encore une fois, je vous ai dit, arrêtez de faire en fonction d'eux. Là, je m'adresse aux musulmans. Est-ce que Dieu, lui, va prendre en considération le fait que vous avez témoigné? La réponse est évidemment oui, parce que vous aurez accompli votre devoir. Et donc, ceux qui ne témoignent pas lorsqu'on leur a demandé, eh bien tant pis pour eux, mais surtout qu'ils ne se plaignent pas après s'ils subissent des injustices dans leur propre pays. Une autre chose qu'il faut avoir présent à l'esprit lorsqu'on va voter pour un petit parti, et pour vous expliquer que ce n'est pas juste un jeu, c'est que, et là je parle pour la France en particulier, c'est qu'un combat politique, ça se mène sur le long terme. Il est évident qu'un candidat ne va pas être élu président à sa première élection. Donc quand je vais voter, j'essaye de penser sur le long terme, et à l'avenir du parti politique ou du candidat, et même si je sais qu'il ne va pas remporter les élections, la voix que je lui donne à ce moment-là, qui va faire gonfler son score, va lui permettre d'être plus crédible à l'avenir et de gagner en visibilité médiatique et en légitimité, pour parler au nom des Français. Deuxième chose, c'est que, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le système français, si le parti politique, lors d'une élection présidentielle, par exemple, atteint la barre des 5% des suffrages exprimés, eh bien, il y a un remboursement des frais de campagne. Et ce remboursement, c'est pas quelque chose de négligeable. Quand on sait que dans ce système, l'argent, c'est un peu le nerf de la guerre. Parce que faire agrandir un parti, faire du tractage, de la communication, tout ça, ça coûte de l'argent. Et si vous n'avez pas obtenu ces 5%, eh bien après, c'est comme si vous repartiez de zéro. Et ça, c'est très dur psychologiquement, à la fois pour le candidat, pour le parti et pour les électeurs. Alors qu'avec un remboursement, vous savez que vous pourrez déployer au minimum les mêmes moyens pour les prochaines élections, pour la prochaine campagne électorale, si ce n'est plus. Donc tout ça pour vous montrer que non, voter pour un petit parti, ce n'est pas un jeu, c'est tout simplement de la politique. On passe à un autre argument, qui serait que le vote ne permettrait pas de faire surgir le meilleur. Alors cet argument, je ne vais pas le développer dans cette vidéo, j'y reviendrai dans la dernière partie, donc dans la prochaine vidéo. Ce débat, en fait, il fait intervenir la prétendue contradiction entre la démocratie et l'aristocratie. Je ne vais pas ici vous en dire plus, mais si j'aurais développé ce point, j'en serais arrivé à un argument qui serait que, en démocratie, les gens ne votent pas toujours pour le meilleur, ne votent pas toujours bien,
ils votent contre leur intérêt. Donc ça, c'est un argument qu'on entend beaucoup. Alors, si les gens votent de cette manière, ça veut dire que les médias n'ont pas joué leur rôle et qu'ils ont fait un travail de propagande. Et donc, si les médias ne donnent la parole qu'à certains experts et en mettent d'autres de côté, c'est-à-dire qu'ils ont censure, qu'ils font tout simplement de la propagande, eh bien c'est normal que les résultats soient biaisés. Et c'est d'ailleurs pourquoi aujourd'hui on a des gilets jaunes dans la rue, c'est parce que leur voix n'est absolument pas entendue dans les médias. Et quand on sait que quasiment tous les grands médias, que ce soit les télés, les radios, les journaux, sont tenus par une poignée de milliardaires qui font du copinage avec le pouvoir, avec le gouvernement. Donc, quelles sont les chances pour voir surgir à la tête du gouvernement un autre élu que celui qui a été coopté par ces puissances financières? Donc là, encore une fois, c'est la question de la pluralité des débats, des experts, de la répartition du temps de parole des candidats, des plages d'horaires de grandes écoutes, etc., qui est très inégalitaire en France. Et heureusement qu'on a des médias alternatifs, indépendants, sur Internet, qui viennent contrebalancer toute cette propagande. Mais ces médias, ce qu'il faut savoir, c'est qu'eux ne perçoivent absolument rien de la part de l'État, contrairement à ces grands médias mainstream. Une autre problématique, c'est celle des partis politiques. Alors, Simone Weil, la philosophe chrétienne mystique du début du XXe siècle, elle a écrit un petit document qui s'intitule « La note sur la suppression générale des partis politiques », qui est une critique très fondée, non pas de la démocratie, mais des partis politiques, qui empêchent le bon fonctionnement de l'expression démocratique. Puisque, comme elle le démontre, le but d'un parti, c'est de croître en ayant de plus en plus de fidèles, d'électeurs, de partisans, etc., afin d'accéder au pouvoir. Sauf que, pour continuer à croître, au bout d'un moment, il faut recourir à la propagande et donc finir par mentir à ses électeurs. Et donc c'est pour ça, encore une fois, qu'on a des gilets jaunes dans la rue, c'est qu'ils en ont marre d'élire des gens qui trahissent leurs promesses, qui ne réalisent pas ce pourquoi on les a élus, et qui n'ont jamais de compte à rendre. Et donc les gilets jaunes, ils ont réussi à transcender ces partis politiques, comme je vous expliquais en début de vidéo, entre l'extrême gauche et l'extrême droite, parce qu'ils en ont marre de toute cette propagande. Les gilets jaunes ne sont plus dans cette démarche partisane. Pour vous partager une stratégie d'ingénierie sociale qu'a utilisé le Front National en 2012 et en 2017, et que la France Insoumise aussi a utilisé en 2017, c'était la même stratégie mais pas sur les mêmes points. Cette stratégie consiste à avoir un programme ambigu. Et en étant ambigu, eh bien, tout le monde peut y voir midi à sa porte. C'est-à-dire tout le monde peut voir ce qu'il veut dans ce programme. Et c'était très frappant en 2017 dans le parti La France Insoumise, qui proposait un plan A et un plan B. Et le plan B, et lorsque vous interrogiez aussi bien les électeurs que les cadres du parti, il était impossible de comprendre si oui ou non le plan B proposait une sortie de l'Union européenne. Certains vous disaient oui, d'autres vous disaient non, et quand on regardait les interventions de Jean-Luc Mélenchon, elles se contredisaient d'une interview à l'autre. Et par cette ambiguïté, il a été facile de rassembler plus de monde, à la fois ceux qui veulent sortir de l'Union européenne et ceux qui ne veulent pas sortir, et donc d'adapter son discours en fonction de l'auditoire qu'on avait en face de nous. Concernant la stratégie du parti En Marche d'Emmanuel Macron, je ne vais absolument pas en parler parce que là, il n'y avait même pas d'ambiguïté. C'était uniquement du marketing, de la communication. Et les gens qui ont voté pour lui sont les gens qui ne sont pas politisés et qui ne connaissent absolument rien à la politique, qui sont tout simplement sous influence des grands médias traditionnels et donc qui n'ont pas leur propre opinion, malgré qu'ils pensent l'avoir. On passe maintenant au vote blanc. Alors l'argument qu'on entend souvent, c'est de dire que ça ne servirait à rien d'aller voter blanc, puisque finalement ce vote blanc n'est pas pris en considération. Alors je rappelle, le vote blanc, ce n'est pas l'abstention. Le vote blanc, c'est je me déplace
et je vais voter avec un bulletin qui sera compté comme nul. Alors que l'abstention, c'est vraiment je ne me déplace pas. La première chose que j'aimerais rétorquer à cet argument, c'est que si le vote blanc n'a jamais été pris en considération, c'est en réalité qu'il n'a jamais été vraiment assez important et significatif pour être comptabilisé. Deuxième point, si on ne va pas voter sous prétexte que le vote blanc ne compte pas, eh bien comment espérer changer les choses? Vous avez des partis politiques qui ont proposé de faire compter justement ce vote blanc. Donc si pour vous c'est la priorité, pourquoi n'allez-vous pas voter pour ces partis? Et en réalité, faire compter le vote blanc, c'est quelque chose qui commence à surgir dans le débat national depuis quelques années maintenant, et même Emmanuel Macron, dans sa lettre aux Français au début de l'année 2019, le propose, ou en tout cas pose la question. Tout ça pour vous dire que c'est vraiment une question périphérique et que le système n'a aucune crainte à le faire reconnaître. Donc moi, mon avis personnel, je l'ai déjà dit, il vaut mieux voter blanc que de s'abstenir. Comme ça, vous pourrez être légitime après en tant qu'opposant au pouvoir. Et aussi parce que le vote blanc peut être comptabilisé et au moins on sait que quand vous allez voter, vous vous intéressez à la politique, alors que l'abstention, même si c'est soi-disant le premier parti de France, en réalité, dans l'abstention, vous avez ceux qui s'intéressent à la politique et ceux qui ne s'intéressent absolument pas à la politique. Donc dire que l'abstention c'est le premier parti de France, c'est une erreur, c'est un sophisme. C'est un argument qui n'est pas valide. Parce qu'au moins le vote blanc, on sait qu'il signifie qu'aucun des candidats ne me convient. Et ça, c'est pour tous ceux qui ont voté blanc. Alors que l'abstention, on ne sait absolument pas pourquoi vous vous êtes abstenu. Peut-être que vous étiez en vacances, peut-être que vous étiez en week-end, peut-être qu'il vous est arrivé quelque chose ce jour-là, vous étiez hospitalisé, peut-être que vous en avez complètement rien à cirer de la politique. Donc, l'abstention ne peut pas être le premier parti de France. J'en ai fini avec le vote blanc. Avant de passer à un autre sujet, j'aimerais revenir sur le mouvement des Gilets jaunes et en particulier sur le référendum d'initiative citoyenne. Et là, je m'adresse aux musulmans qui pensent toujours que le vote, ce n'est pas bien, que le vote, ce serait de l'association, donc ce ne serait pas bien du point de vue de nos sources religieuses, tout ça. N'oubliez pas que si les Gilets jaunes obtiennent le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, eh bien, ce RIC, il sera toujours dans un cadre républicain. Et qu'il se peut qu'un jour, il y ait des questions qui concernent à la fois l'islam, à la fois les musulmans et à la fois la laïcité. Donc réfléchissez bien avant de dire n'importe quoi. Ensuite, j'aimerais donner mon avis personnel concernant le référendum d'initiative citoyenne. Je serai absolument opposé, je suis absolument contre que cela se fasse par vote électronique ou par vote numérique, comme vous voulez. Car je sais très bien en tant que développeur d'application que la fiabilité au niveau de la sécurité, elle est proche de zéro. La seule condition à laquelle j'accepterai le vote numérique, c'est qu'il y ait justement des registres avec un vote transparent, c'est-à-dire dont le bulletin ne serait pas secret. Pour être plus clair, c'est que nous pourrions voir les résultats dans le détail sur l'application. Autrement dit, il y aurait la liste des votants avec chaque nom et à chaque nom associer son vote. Comme ça, nous pourrions vérifier si le vote a bien été comptabilisé dans le sens qu'on a bien voulu et nous pourrions refaire tous les calculs en temps réel. Moi, je reste personnellement attaché à l'urne, à l'enveloppe et au papier, qui sont une valeur sûre, matérielle, et dont les irrégularités sont plus faciles à tracer que sur le numérique. Encore une fois, le risque zéro de hackage et de piratage d'une application, ça n'existe pas, même les applications gouvernementales. Aucune application n'est sécurisée à 100%, pour la simple et bonne raison que l'une des premières sources de piratage, c'est la dimension humaine. Parce qu'on oublie que derrière les algorithmes, derrière la programmation de ces applications, il y a ceux qui font les algorithmes. Et ceux qui mettent en place ces algorithmes, eh bien, ce sont des êtres humains, ce sont des hommes comme vous et moi. Et par nature, ils sont tout autant corruptibles. Donc on ferme la parenthèse sur le RIC. On passe au dernier sujet de la vidéo, qui est un sujet qui m'intéresse personnellement, qui concerne l'appel des imams de France à l'engagement citoyen des musulmans. Donc c'est évidemment un sujet qui m'intéresse. Alors,
c'est vrai que lors des prêches du vendredi, lorsqu'arrivent des élections, qu'elles soient municipales, législatives, présidentielles, très souvent, les imams appellent les musulmans à aller participer au vote. Et c'est une très bonne chose et je trouve ça très bien. Parce qu'en fait, lorsqu'ils font ce travail, ils poussent les jeunes à s'intéresser à la politique et à ne pas délaisser les affaires qui les concernent. Surtout quand on sait que dans les banlieues, que ce soit les activités culturelles ou les associations, elles font tout pour que ces jeunes se désintéressent de la politique et parfois même vont jusqu'à les manipuler pour des causes qui ne sont pas les leurs. Donc heureusement qu'on a des mosquées pour essayer d'éveiller les consciences. Malheureusement, ces imams, comme je l'ai expliqué dans mon introduction, ils sont mal vus par une partie de la jeunesse musulmane. Cette partie qui écoute l'islam d'Internet, l'islam de YouTube, l'islam de Google, qui sont parfois des discours très rigoristes et déconnectés de la réalité. Et en réalité, si on mettrait ces jeunes en face de ces problématiques politiques, même en rentrant dans leur discours, même en rentrant dans leur logiciel, ils seraient incapables d'y faire face. Parce qu'en réalité, ils n'y auraient pas réfléchi en amont. Donc d'un côté, vous avez ceux qui appellent à la passivité des musulmans, et de l'autre côté, vous avez la réalité, dans les mosquées, ceux qui appellent à l'engagement citoyen, à la participation des musulmans dans la société, tout simplement parce que la politique, c'est une dimension importante de la sunna du prophète. Mais il y a un problème, c'est que parmi ceux qui appellent à l'engagement citoyen, il y a une minorité très visible qui se permet de donner des consignes de vote. Et donc ces imams, ces responsables de cadres associatifs, comme le CFCM par exemple, qui s'est permis de donner des consignes de vote, eh bien pour moi, ces gens ne sont pas des démocrates, d'accord ? Ils ne peuvent pas dire d'un côté aux musulmans « Vous êtes des citoyens, engagez-vous, réfléchissez par vous-même, vous êtes doués de raison, de jugement et de décision », et dans le même temps, infantiliser la communauté en donnant une consigne de vote et en appelant à voter je ne sais qui, Hollande, Macron, etc. Donc en gros, des gens qui vont renforcer le système. Donc là, il y a une très grosse contradiction. Mais quand on sait que le CFCM a été monté par Sarkozy, donc on comprend que tout ça n'a rien de sérieux, et que finalement, il y a une très grave entorse à la laïcité, ici. Et c'est très étonnant que les grands médias qui se font le relais du CFCM, ou même le gouvernement qui n'émet aucune sanction, face à cette entorse à la laïcité. Et j'aimerais dire aussi que le CFCM ne représente absolument pas les musulmans. Et ça, je ne suis pas le premier à le dire. Et puis aussi, il y a une injustice que j'aimerais réparer ici, c'est qu'il y a des imams qu'on calomnie sur Internet, qui certes ont encouragé les musulmans à aller voter, mais qui n'ont absolument pas donné de consigne de vote. Et malheureusement, on leur attribue des choses qu'ils n'ont pas dites. D'accord ? Des noms comme Macron, Mélenchon, Sarkozy ou je ne sais qui ne sont jamais sortis de leur bouche. Donc là, il y a ce qu'on appelle un procès d'intention. Et ça, encore une fois, c'est un sophisme. Il y a aussi une autre chose que j'aimerais relever, c'est que la plupart des imams en France sont dans l'embarras. Parce que d'un côté, ils voient que la République est corrompue, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, mais en même temps, ils voient une jeunesse musulmane très influençable par ce que disent les médias, par ce que disent certains discours sur Internet totalement conspirationnistes à tort, c'est-à-dire avec énormément de sophisme, énormément de manipulation mentale. Une jeunesse qui va diaboliser l'Occident, donc des discours qui vont diaboliser l'Occident, qui vont mettre toutes les valeurs de l'Occident dans le même sac, sans même connaître l'histoire de l'islam, qui se plaint de son traitement médiatique et qui se sent mal aimé dans cette société. Donc en fait, c'est pour ça que ces imams se sentent obligés, et c'est d'ailleurs leur rôle de faire ça, c'est de défendre les qualités de ce qui va bien dans ce pays. Car quoi qu'on en dise, pour l'instant, la laïcité protège les musulmans. Et c'est grâce à elle qu'on peut exercer librement notre culte sans être embêté pour nos opinions et nos expressions religieuses.
Même si je sais que dans certains cadres en France, il y a des limitations, et donc il y a notre expression qui est limitée. Mais globalement, on n'a pas à se plaindre. Et puis certains aussi ont relevé l'absence de prise de position de la part des imams et des intellectuels musulmans français sur le mouvement des Gilets jaunes. Alors comme je viens de vous le montrer, ce n'est pas le rôle des imams de prendre position, d'accord ? Même si j'en ai vu quelques-uns faire des petits clins d'œil dans leur prêche, mais ce n'est pas leur rôle. Par contre, pour les intellectuels, c'est déjà plus problématique. Alors comme je suis toujours de nature à être optimiste, à être positif, à essayer de défendre les gens, à essayer de défendre la communauté, peu importe leur courant de pensée, ici je vais invoquer un argument religieux qui peut peut-être expliquer une partie de ce silence, mais évidemment ça ne peut pas être la seule explication. Mais c'est un argument qui a le mérite d'exister. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, je suis en train d'étudier la biographie ou la vie de l'imam Malik. L'imam Malik, c'est le fondateur de l'école malikite. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des musulmans en France, en raison d'une forte proportion de gens issus du Maghreb, sont plutôt du courant malikite. Or, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'imam Malik était quelqu'un qui était contre les mouvements de subversion du pouvoir. Donc peu importe la légitimité du pouvoir, qu'il prenne des décisions justes ou injustes, pour l'imam Malik, un mouvement de subversion comme celui des Gilets jaunes, par exemple, ne devrait pas être cautionné. D'accord ? On ne devrait pas le soutenir. Car selon lui, cela risquerait d'entraîner du désordre public, de la désobéissance, créer de l'instabilité et de l'insécurité au sein du pays. Et l'imam Malik considérait qu'il ne fallait pas critiquer les décisions du pouvoir pour toutes ces raisons-là. En cela, il divergeait de l'imam Abu Hanifa, fondateur de l'école hanafite, donc qui l'a précédé et puis même ils se sont connus avec l'imam Malik. Donc lui, l'imam Abu Hanifa, n'hésitait pas à critiquer les décisions des juges quand il les considérait comme injustes. Et son argument à lui était qu'il ne fallait jamais cacher la vérité. Donc voilà, tout ça pour vous dire que l'appartenance à l'école malikite peut expliquer le silence d'une partie majoritaire des musulmans. Donc voilà, je pense avoir dit tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. N'oubliez pas que ce n'est que mon opinion personnelle. On se retrouve très prochainement pour la dernière partie afin de clôturer la série.